Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter. C'était aussi cette semaine déflagration politique et médiatique. Nicolas Hulot accusé d'agression sexuelle, voire de viol, dans une enquête du magazine L'Hebdo. Écoutez-le se défendre, c'était jeudi matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Moi, j'ai peur de la rumeur, mais il y a une chose dont j'ai pas peur, c'est de la vérité. Alors que dit cette histoire? Nouvel épisode du mouvement d'émancipation des femmes, ou est-ce au contraire la preuve que nous sommes entrés dans une société de rumeurs? Les mots sont entre guillemets. Ils sont de Jean-Pierre Mignard, qui est notre invité, avocat de Mediapart depuis sa création, président du comité d'éthique d'En Marche. C'est aussi un intellectuel engagé. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Et bienvenue. Société de rumeurs, l'expression est de vous et on va en débattre. Qu'est-ce qui vous a donné envie, puisque vous étiez l'un des premiers à réagir publiquement, envie d'en parler sous cette forme-là? Une société de rumeurs est une société détestable, vomitoire. Oui, je le pense, puisque notamment lorsqu'elle touche à l'honorabilité des personnes, à leur réputation, à leur crédit personnel. Et là, d'ailleurs, pas seulement une personne, mais deux personnes. On y reviendra. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'avant même la sortie du journal, il y a toute une période de peut-être une semaine à 10 jours où on entretient, alors sans que personne ait la possibilité de vérifier quoi que ce soit, puisque personne n'a le journal à sa disposition. On multiplie les informations qui n'en sont pas, des indications. En gros, c'est une affaire, c'est fait que nous achetons le journal. Alors, c'était peut-être d'ailleurs... Vous l'avez d'ailleurs apporté avec vous et en couverture. C'était peut-être l'opération cachée, d'ailleurs, il y en a peut-être. Comme il y avait un imam caché, il y a peut-être une opération cachée. Et bien évidemment, on veut en savoir plus, puisque ce qui est distillé, je veux dire, va susciter chez nous une curiosité qui n'est pas la meilleure. Et donc, mu par cette curiosité malsaine, cette intention d'en savoir plus, puis après tout, ça concerne un ministre de la République, ça pourrait ne pas être indifférent, donc nous achetons. Et lorsque je lis l'article, je lis peut-être d'ailleurs avec le prisme peut-être trop austère, trop rigide du juriste, après je ne m'interroge plus sur ce qui est dit, mais sur la justification de l'article lui-même, sur la justification de cette pseudo-information. On va tout de suite avec ouvrir le l'idée débat. simple, je lis, et qu'est-ce que j'en fais? Car lorsque j'ai une information, en tant que citoyen, je dois me dire, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et là, je ne peux rien en faire. Vous ne pouvez rien en faire. Il faut dire que dans le magazine L'Hebdo, la jeune femme qui avait porté plainte pour viol contre Nicolas Hulot n'est pas citée nommément. Ce sont d'autres titres de presse qui l'ont fait. D'abord Le Point, très rapidement, et puis Le Parisien, le jour même de la parution de L'Hebdo. Natacha. Oui, je pense qu'en effet, une information est là pour être reçue et pour permettre à des citoyens de penser. Or là, quand nous lisons cet article, nous ne pouvons absolument pas nous faire une idée. Or, le fait que cet article existe, nous sommes de nous faire une idée et de choisir. Nous ne sommes pas en position de le faire car nous n'avons pas les éléments. Pourquoi? Parce que juridiquement, il y a deux affaires qui sont citées. La première en un paragraphe et qui n'existe pas puisque la victime supposée dit elle-même qu'il n'y a pas d'affaire. Et la deuxième, beaucoup plus grave, puisqu'en effet on parle de viol. Et là, les éléments juridiques n'existent pas puisque la plainte a été déposée après la prescription et donc il n'y a pas d'enquête. Donc que devons-nous faire? Alors ce n'est pas une société de rumeurs, c'est simplement une société où une forme de justice populaire et médiatique se substitue à la justice qui est celle qui doit être rendue au nom du peuple français. Et c'est cela qui me semble profondément dérangeant, dangereux. Raphaël Husman. Moi, j'ai un profond malaise. J'ai un malaise, et j'en ai fait part d'ailleurs quand on a décidé du thème du débat, par SMS avant même d'organiser l'émission. J'ai un malaise parce que l'article en tant que tel ne nous permet effectivement pas d'avoir un avis quelconque, et donc on peut parler là d'un problème profond. Après, depuis 3 jours, on explique doctement absolument partout que ce n'est pas une information, que on rejette cette parole qui est transmise. Et moi, je suis dans une situation de malaise. Je ne peux absolument pas choisir un camp. Je refuse, en fait, parce que je n'ai pas les informations, je n'ai rien, mais je refuse aussi qu'on discrédite a priori la parole de quelqu'un qui explique avoir été victime d'un viol. Or, dans certains éditoriaux que j'ai lus, on m'explique que c'est absolument rien du tout, cette affaire. Or,
Je ne sais pas, moi je connais Patrice de Saint-Exupéry, c'est ses articles, donc le directeur de la rédaction de l'Hebdo. De l'Hebdo. Ce sont ces articles sur le Rwanda notamment qui m'ont fait m'éveiller à ma citoyenneté et au monde. C'est quelqu'un d'une rigueur exemplaire. Grand reporter, très grand journaliste. Au Figaro. Et je ne peux pas imaginer en fait qu'il y ait que cet article. Jean-Pierre Mignard. Oui, vous vous rendez compte? Non, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je dis que c'est un malaise. C'est très passionnant d'ailleurs ce que vous venez de dire, d'ailleurs, parce que je le partage. Je me dis, mais pourquoi prendre de telles responsabilités? Alors, est-ce qu'il n'y a rien? Ce qui fait que, je vous entendais tout à l'heure... Mais encore une fois, c'était pas rien. Mais oui, mais alors on dit, mais alors peut-être y a-t-il quelque chose pour avoir fait cela? Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a en l'occurrence une jeune femme qui a porté plainte pour viol en 2008. Mais il n'est pas question de la discréditer, je veux dire, ce serait aberrant. Donc il y a un fait. Mais il y a un fait. Contre à l'évidence, il y a eu une plainte qui a été déposée. Elle a été déposée 11 ans après les faits, de la part d'une personne, dont d'ailleurs je ne vais pas donner le nom, parce qu'on ne va pas en rajouter, c'est pas la peine, c'était suffisamment fait, qui d'ailleurs me semble d'un niveau de compréhension, d'intelligence, qui fait que si elle choisit de déposer 11 ans après et pas 9 ans après, c'est un sens, et pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'il y a une prescription. Nonobstant cela, le procureur de la République fait quand même une enquête, elle est entendue, et je pense que Nicolas Hulot est entendu aussi, puisque dans le texte du parquet, il a indiqué que la position des deux parties est contradictoire. Donc il y a en plus eu un interrogatoire, une audition de Nicolas Hulot. Voilà ce que l'on peut dire en l'état. Rien de plus. Ce sont des faits qui datent de 20 ans. Donc bizarrement, cette affaire qui nous est présentée comme étant un fait public, sur lequel je suis d'accord avec Natacha Polony, on pourrait mettre une opinion qui effectivement susciterait de la part des citoyens, par exemple, la position suivante. Est-ce que Nicolas Hulot est encore digne d'appartenir à un gouvernement? On ne peut rien faire parce que, bizarrement, les conditions dans lesquelles cette affaire a été portée à la connaissance de la justice, laquelle a dit « mais en l'état, nous ne pouvons pas et nous ne pourrions peut-être pas », est redevenue une affaire purement privée. D'ailleurs, le mot « intime » apparaît ici ou là, puisque je pense qu'un de mes confrères, qui est l'avocat, parle de questions intimes qu'on souhaite... D'ailleurs, il faut peut-être s'interroger sur une chose. Comment se fait-il que cela a été rendu public alors qu'à l'évidence, cette jeune femme, qui maintenant, peut-être 40 ans maintenant, ne souhaite pas du tout que tout ça soit rendu public. C'est très stupéfiant. Ça arrive quand même à un moment très particulier de la vie de la société française. Pourquoi demander d'écouter les témoignages des femmes qui prennent la parole pour dénoncer les abus, les agressions sexuelles dont elles ont été l'objet? Et pourquoi ne pas écouter la souffrance de cette femme-là? Je pense que les femmes... Ah bon, pardon. Non, allez-y, Jean-Pierre Mignard. Je vous ai signé Natacha pour qu'elle prenne la parole ensuite. Les femmes ont eu raison de faire ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, c'est bizarre quand même que cette société ait découvert que les hommes soient susceptibles, c'est presque anthropologique cette affaire, est susceptible d'avoir un pouvoir sur le corps des femmes, quelquefois leur corps défendant, ou même parce qu'elles ne sont pas dans une relation de désir partagé. Vous savez, je suis aussi criminologue. Je constate une chose, c'est qu'il y a chaque année 130 femmes qui sont mortes, qui sont tuées dans la vie domestique, dans le cadre des couples. Oui. C'est-à-dire sur 10 ans, 1300 femmes. Et vous savez, sans aller même jusqu'au viol ou aux relations contraintes, on comprend très bien la situation des femmes. Bien. Il faut donc, au moment où les femmes décident, et c'est mondial, c'est peut-être d'ailleurs une grande révolte du genre, à quoi on assiste, et en effet peut-être une révolution mondiale, qui aura tout à fait son importance. Je souhaite d'ailleurs qu'elle aille jusqu'au bout, parce que les femmes porteront à travers effectivement une oppression dénoncée pour elles, l'oppression de multiples femmes, peut-être des femmes d'Iran, des femmes du monde arabe, etc. Alors pourquoi ne pas écouter cette femme-là, Jean-Pierre Mignard ? Parce que tout n'est pas soluble dans tout. Et tout ne se ressemble pas. Pardon, mais il faut faire très attention. Nous voyons justement à quel point tout cela pose problème, puisque la question est posée immédiatement en termes de crédit ou discrédit. Mais il est important, en effet, d'entendre des femmes qui choisissent de dire les choses et de porter plainte et de se faire entendre. Pour autant, y dire immédiatement qu'elles sont victimes, c'est accréditer le fait qu'elles le sont. Or, il faut que les choses soient jugées pour que nous sachions. C'est bien mon problème. C'est ce qui se passe avec le hashtag Balance ton port et MeToo. Et vous avez mis des réserves dès le début. Mais... C'est bien mon problème. C'est que ça nous met dans une position compliquée. Et cette affaire-là le prouve. Pourquoi ? Parce qu'il y a une parole. Bien sûr qu'il faut l'entendre, mais la question n'est pas de créditer ou de discréditer. La question est de demander les éléments qui vont permettre de décider et de ne pas accuser sans preuve. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose. Mais pour le savoir, il faudrait une enquête. Je ne discrédite aucune parole en disant ça. Mais il ne peut pas y avoir enquête parce que les faits sont prescrits. Mais pardon, mais ce serait profondément injuste de décider qui a... C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir d'enquête. C'est-à-dire que d'abord les faits sont prescrits. Et d'ailleurs, il y a même eu quand même une audition contradictoire de l'un et de l'autre.
Donc la seule solution, c'est de s'en remettre à la justice. Parce que qu'est-ce qui aurait dans ce cas-là rendu légitime un article de cette nature? Est-ce que nous serions dans une société qui, par son système législatif, interdit de reconnaître les violences aux femmes? Alors ce serait nécessaire. Est-ce que nous serions dans une société où les institutions, et notamment les services de police et de justice, soit par indifférence ou par refus, ne prendraient pas en compte les victimes, les agressions dont elles sont l'objet? Est-ce que ce serait le cas? Honnêtement, je ne le pense pas. Et donc, pourtant, beaucoup de femmes ne font pas ce pas-là. Dans une société, parce que là, elles se sont peut-être donné le courage à plusieurs, je le comprends bien, mais dans une société démocratique, je ne vois pas d'autre solution que le droit et la justice pour distinguer le bon grain de la vérité et l'ivraie de l'erreur ou de la malveillance. Oui, mais, Raphaël Glucksmann. Je comprends, hein, mais c'est pour ça que je suis extrêmement mal à l'aise, en fait, par notre conversation. Oui, c'est-à-dire qu'on est... Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise? Mais parce que, au nom de quoi, effectivement, ne pas prendre en compte le témoignage de cette femme? Et si elle a décidé de parler... au nom de quoi Jean-Pierre Mignard dit la presse ne relayerait pas. Alors moi je trouve qu'effectivement en l'état, c'est pour ça qu'il y a un malaise extrêmement profond. C'est qu'en l'état, c'est soit trop, soit pas assez. C'est-à-dire que c'est là le problème. Mais ensuite, quand on va dire, ce n'est pas le travail des journalistes de reproduire ces témoignages ainsi. Peut-être ainsi, mais dans ce cas-là, toutes les enquêtes journalistiques qui ne passent pas par la justice, c'est-à-dire qu'ils enquêtent sur des actions illégales de nos gouvernants, et ils font une enquête de journalistes. Et donc, cette enquête de journalistes, elle est livrée au public avant même que ce soit livré à la justice. Jean-Pierre Mignard. Je vais vous dire une chose. Bien sûr, il y a le secret des sources. En l'espèce, d'ailleurs, il n'a pas été conservé, puisque, si j'ai bien compris, cette personne nie avoir voulu médiatiser son affaire. Donc je suppose ça que je refuse même de... C'est pour ça que le magazine L'Hebdo ne la cite pas et qu'il emploie un autre nom. Il y a quand même aussi quelquefois des formes, pardonnez-moi, de subtilité qui sont à la frontière de l'hypocrisie, parce que l'on sait bien effectivement que d'autres vont effectivement avoir l'identité que la personne ne souhaitait pas avoir. Donc déjà, il y a même dans les sources même de l'article d'abord un profond malaise, car encore une fois, nous sommes dans une question qui touche les relations sexuelles, l'intimité de la vie privée des personnes. Est-ce que ce que l'un pouvait penser d'un consentement et de l'autre, etc., c'est une vieille histoire qui existe dans les couples depuis des siècles et où des femmes, dans le cadre du mariage, se sont vues imposer des relations sexuelles qui étaient bien souvent beaucoup plus contraintes que acceptées. Natacha. Oui, bien sûr que la question, elle est profondément subtile et complexe. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas subtil en l'occurrence, c'est faut-il du coup dire à tout le monde d'arrêter d'écrire avec l'hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc, Jean-Pierre Mignard? Faut-il que tout passe par les tribunaux? Et vous savez, parce que vous êtes avocat, qu'on dira, voilà, vous prêchez pour votre business. Faut-il judiciariser absolument tous les rapports sociaux? Non, mais je me fais l'avocat de votre diable. Ali, c'est pas la même chose, là, on parle d'un viol. Et c'est pas tous les rapports sociaux. Soit c'est un crime, c'est un viol, soit en revanche ce sont des rapports de consentement et de désir, et là c'est plus complexe et ça relève de l'intime. Et la justice a été saisie, et la gendarmerie a fait... Mais quand elle ne peut pas enquêter parce qu'il est trop tard. Ah, mais alors là, dans ce cas, mais vous savez que la législation a beaucoup évolué, notamment en modifiant considérablement précisément les délais de prescription, et ça me semble en effet une bonne chose. Ce que je comprends très bien dans le mouvement collectif de prise de parole des femmes, non seulement que je comprends, mais que je soutiens, et je pense que ça peut être un progrès général de la civilisation. Sauf là. Non. Ce que je veux dire, c'est que les prises de parole collectives sur le comportement de certaines personnes ou d'individus ayant un pouvoir et abusant de la faiblesse des autres, je pense qu'effectivement, ça s'adresse non pas à la personne, le port, etc. Ça s'adresse au pouvoir public pour leur dire il faut nous donner les moyens judiciaires et policiers, notamment de faire en sorte que lorsqu'une plainte est déposée par une femme, elle soit prise en considération. Il y a eu d'immenses progrès sur ce point, il y en a certainement à accomplir. C'est-à-dire, il y a une question générale qui concerne la criminalité dans ce pays, qui est celle-ci. C'est ça que je comprends dans la parole collective. Il y a quelque chose de plus dans MeToo que cela. Il y a l'idée... Alors, c'est une idée dont on va voir qu'on peut la discuter, mais qui en tout cas a produit des choses jusqu'ici extrêmement positives. L'idée que l'agresseur devra penser au qu'en dira-t-elle. C'est-à-dire que l'espace public où je livre mon histoire, moi qui ai été victime, eh bien, peut inhiber des comportements ancrés dans des systèmes de domination sexistes depuis des siècles et des siècles. Et donc, il y a plus qu'un appel à la justice, il y a un appel à l'opinion. Or,
là, le problème qui se pose à nous, et c'est pour ça que ça me met extrêmement mal à l'aise, je le répéterai 100 fois s'il le faut, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, on est effectivement dans un moment où on risque de perdre ce que les femmes, d'ailleurs, en parlant, ont construit depuis 4 mois. Et quand je vois la volée de bois vert de tous les éditorialistes qui nous expliquent là, vraiment, non, c'est une rumeur, c'est infondé, on ne croit pas, c'est scandaleux, et bien je me dis attention au retour de bâton sur tous les progrès qui ont été accomplis depuis 4 mois. Oui, mais les retours de... Pardon, allez-y, je vous en prie. Bon, les retours de bâton tiennent essentiellement à la formule qui a été choisie pour la narration de ce qui est, le mot est faible, un malentendu entre deux personnes qui peuvent avoir eu une relation sexuelle, et puis la narration, car, encore une fois, les institutions... La victime parle de viol, donc c'est pas un malentendu. La personne ne veut pas qu'on l'évoque. Ouais. C'est ça, vous comprenez, qui pose le grand malaise qu'on reçoit, c'est que cette affaire, compte tenu des positions qu'elle prend, que je comprends d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des questions d'intimité, etc., on a fait d'une affaire qui est redevenue strictement privée au regard de ce que nous savons maintenant, un grand et très long débat, ce qui me gêne, et vous avez raison, il peut y avoir, à travers effectivement ce type de cafouillage, et pire que ça même, il peut y avoir le sentiment de dire, décidément, ça va trop vite, ça va trop fort, ça va trop loin, en ce qui concerne effectivement la prise de parole des femmes. Donc faisons très attention, et dans une société démocratique, je vous assure, on n'a pas d'autre solution. La justice et la police. Et le droit. J'ajouterais une chose, c'est que vous voyez bien, Raphaël, que finalement, dans ce que vous dites, il y a l'idée induite que parce qu'il y a un témoignage de victime, c'est ce témoignage qui serait dans le vrai. Et c'est ça qui me gêne. Il faut écouter des témoignages, mais pour autant, il ne faut pas partir du principe parce que c'est un témoignage de victime, il dit vrai. Il y a ensuite tout un travail d'enquête. Et deuxième chose, je pense que nous sommes en train de faire évoluer le droit d'une façon excessivement dangereuse. D'abord, ça s'est fait à travers les questions de harcèlement moral au travail et c'est en train de toucher les questions de harcèlement sexuel. C'est l'inversion de la charge de la preuve. Et cette inversion de la charge de la preuve devient profondément dangereuse parce que n'importe qui peut être accusé et gardera beaucoup ce stigmate. Pour ma part, je trouve que notre droit est fondé sur la présomption d'innocence. Inverser cela n'est pas anodin. C'est bien pour ça que je disais que ce n'était pas qu'une affaire de droit. Parce qu'effectivement, il ne faut pas inverser la charge de la preuve dans le droit, mais il y a ensuite des phénomènes sociaux, des faits sociaux. Et si peut-être 2% des témoignages, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les sans-abri, c'est-à-dire qu'il y a des cas de gens qui refusent d'être abrités, mais ce n'est pas une loi générale. En règle générale, les gens sont contraints à dormir dans la rue. Eh bien, il peut y avoir, bien sûr, des accusations fausses, mais en règle générale, eh bien, ce qui se produit, c'est la dénonciation d'un fait social qui fait que les femmes se retrouvent dans une situation de dominée où elles sont harcelées. Et donc là, on n'est plus dans le droit, là, on est dans la réflexion sociale et politique. Du coup, dans le domaine de l'opinion publique, avec toutes les dérives que ça peut comporter. Oui, Jean-Pierre Mignard. Je refuse les femmes et les hommes. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Je viens d'admettre que dans certaines situations, effectivement, des groupes de gens en situation difficile ont besoin d'être ensemble pour dénoncer, y compris pointer le comportement de personnes qui profitent de leur pouvoir. On l'a bien vu. L'immense différence, et d'abord, je suis d'accord avec ce que dit Mme Pauline, c'est vrai que d'une part, il dit je n'ai pas, s'il y a eu relation, je n'ai pas perçu cette relation d'une manière contraignante. Et là, vous vous rendez bien compte qu'on rentre presque dans une situation quasi anthropologique, qui est la relation des hommes et des femmes, et où quantité d'hommes, je suis désolé, sont tellement contents lorsqu'ils ont des relations sexuelles, en disant je vais produire un plaisir tellement majeur, qu'on ne s'intéresse d'ailleurs jamais tellement à ce que peut penser l'autre. J'ai bien aimé d'ailleurs la tribune de Tristan Banon hier dans Le Monde. Alors c'est première chose, mais là, ça intéresse nous les hommes. Alors vraiment, c'est une question qui est notre accès à un autre rapport vis-à-vis des femmes, et peut-être des rapports entre les hommes aussi, j'allais presque dire un rapport de civilisation. C'est pour ça que ce mouvement des femmes est extrêmement important. Et d'autant plus important qu'on doit effectivement faire en sorte qu'il ne soit pas instrumentalisé. J'allais dire aussi, pourquoi choisir un ministre, etc. Je veux dire, il peut y avoir aussi des pensées politiques. Hein. C'est une question, peut-être qu'il y a une pensée politique. Non plus, quand même. Hein. Non, et en l'occurrence, c'est vrai que c'est très particulier parce que ça concerne un homme politique très populaire. Le problème de cette émission, c'est que là, on va aboutir à des questionnements, alors qu'on n'a pas le début du commencement d'éléments pour dire que c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est pas politique? En fait, on va pérorer et on va finalement aboutir à faire du commentaire sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et
et donc à potentiellement suspecter une personne qui dit avoir été victime de viol d'avoir des intentions politiques. Non, C'est ce non, qu'a pas fait elle. ou un journaliste Raphaël, d'avoir personne des n'a intentions dit ça. politiques. Non, mais elle, non, Pas peut-être, dans mais son je même sais pas. temps. Mais en Mais c'est tout pas cas, du tout je la vois même bien, chose. je vois bien Un mot, le- et vous pouvez le vérifier Non, mais d'ailleurs, Jean-Pierre Mignard, parce que vous avez l'hebdo Je vois- sous vos je vois- yeux. Ouais. C'est Nicolas Hulot lui-même qui a adopté cette ligne de Absolument, défense. oui. Il l'a adopté au micro de Jean-Jacques Bourdin et il Oui. l'adopte également Oui. dans l'hebdo en posant la question qui cherche à me nuire. C'est évidemment un agenda caché qui ne voudrait pas que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai engagé comme chantier pour l'écologie. Donc, je ne vous suspectais pas. on ne vous, va de pas mettre ouvrir ça le dans débat ma- là-dessus. Ce qui m'intéresse, Jean-Pierre Mignard, est-ce qu'il ne faudrait pas, en aucun cas, parler, par exemple, d'une plainte une fois qu'elle a été déposée, avant que l'affaire ne soit jugée, qu'on soit arrivé au terme des appels, éventuellement de recours ultimes. Les plaintes peuvent même être rendues publiques, ce qui n'était pas le cas avant une loi qui a été changée. Les procureurs de la République peuvent communiquer, les policiers quelquefois d'ailleurs ne s'en privent pas, les avocats quand même aussi, mais en général Oui. en prenant ce qui leur convient. Les juges d'instruction ont même la possibilité quelquefois de faire des interventions. Les parties Mais civiles là, ne vous sont avez pas été tenues. choqué qu'on Vous parle de savez- cette plainte qui Non, avait parce que- été parce que- déposée en 2008. Pourquoi Non, pas du tout. Je sais pas, elle est classée. Oui. Elle est classée pour audition. Donc, à un moment donné, il faut à un moment donné dire, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui relève du droit. On ne va pas exhumer quantité d'affaires comme celle-ci. La preuve, et je suis d'accord avec Raphaël Glucksmann, nous ne faisons que parler sur, alors j'espère qu'on n'en parle pas de manière trop vulgaire, mais je ne pense pas, vu la compagnie, sur des sables mouvants. À échafauder, à anticiper, à dire pourquoi, etc. Ça s'appelle effectivement la rumeur. Mais Ou ce alors- qui est de l'ordre du fait, c'est un ministre qui devance la publication d'un hebdomadaire, qui prend la parole en public. Sa collègue Marlène Schiappa, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui intervient aujourd'hui dans le JDD pour le soutenir également. C'est-à-dire qu'il y a du fait, en l'occurrence, quelque chose qui se passe sur la scène politique, qui n'est pas anodin. C'est évident parce que lorsqu'effectivement, là, ce serait le crédit moral, l'honorabilité d'un ministre qui est susceptible d'être mis en cause ou qui est mis en cause, il va de soi que ça suppose effectivement qu'un, il réponde. Alors, il y a ensuite des phénomènes de solidarité gouvernementale, on comprend bien. Tout ça, malheureusement, nous tombons très vite dans le rudimentaire. Moi, je n'y peux rien, mais c'est ainsi, c'est la vie. Mais je pense qu'à l'origine, c'est l'article qui était très rudimentaire. Je reprends ma question. Quoi de différent, parce que tout le monde considère qu'on est sur des sables mouvants, quoi de différent entre cette parole de femme qui est restituée dans cet article, bien, pas bien, je ne suis pas là pour juger, et le témoignage d'une femme sur Twitter? Pourquoi faut-il prendre autant de précautions sur ce cas et pas sur d'autres qui... Mais parce Non, que mais c'est un sur ce article de cas, presse, d'ailleurs, déjà. j'ai rien à dire sur la manière de ce qu'elle dit, d'ailleurs, puisque elle dit, c'est son opinion, elle a déposé plainte, manifestement en choisissant de le faire à une période où il y a prescription, c'est-à-dire ne souhaitant pas qu'il y ait des poursuites pénales. Moi, Ouais. c'est ça que je déduis. Nous avons une femme cultivée, manifestement stricte, et qui d'ailleurs ne souhaite pas, c'est pour ça que je ne donne pas son nom, que ça, et qui dépose plainte après la prescription. Alors effectivement, ça revient peut-être à ce que disait Raphaël Glucksmann, on est dans une affaire privée où il y a une excroissance publique. Bon, est-ce que ça justifie qu'on en parle tant? Sans doute parce qu'il y a ce grand mouvement des femmes, mais faisons attention, ne soyons pas non plus des intrus envers et malgré nous, parce que le malaise que j'ai ressenti avec ce papier, c'est que nous étions mis dans une situation d'intrus et de choses que peut-être on n'aurait pas dû savoir. On a le droit de savoir, c'est démocratique. Oui. On n'a pas le droit de tout savoir. Mais je Natacha pense aussi Polony. qu'il faut distinguer le témoignage et le statut de ce témoignage qui est le même que celui d'autres femmes, encore une fois, même si Jean-Pierre Mignard a raison de le souligner, visiblement, elle, justement, n'avait pas souhaité témoigner, ça change tout, mais il faut distinguer la question du témoignage d'une femme de la question d'un article de presse avec le rôle que les journalistes jouent dans cet article. C'est-à-dire que chacun doit rester dans sa position. Différence Et- entre un témoignage brut, par exemple, Mais qui bien- s'exprime sur Twitter, Mais et le bien travail de sûr, journaliste puisque le dans un magazine. travail d'un journaliste est d'enquêter sans se substituer à la justice, mais d'apporter une information parce qu'elle joue un rôle démocratique. La question est de savoir quelle information et quel rôle démocratique dans ce cas-là. Je pense que c'est un problème de déontologie journalistique, c'est pas un problème de crédibilité ou pas d'un témoignage. Jean-Pierre Mignard à caisse, Raphaël. C'est pour ça que je voulais pas en parler maintenant, parce que je pense, vu la qualité de la direction de ce magazine et les enquêtes que ces personnes ont faites dans le passé, eh bien que c'est pas possible que ça se limite à cela.
C'est-à-dire que c'est pour ça. Moi, je pense que on va voulez voir. dire Mais qu'il y si aurait un jamais. feuilleton ? Non, mais j'en Ça me sais semble rien, encore mais pire. je ne sais pas. Et le fait est que je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une enquête plus fouillée que cela derrière. Si c'est que cela, effectivement, c'est un problème immense d'avoir publié le témoignage tel quel. Il aurait dû être publié sur Facebook comme les autres témoignages ont été publiés. Jean-Pierre Je Mignard. pense en effet que les journalistes ont une responsabilité particulière, et ça, à mon avis, d'autant plus importante avec le numérique et la profusion des messages, parce que ça, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle peut tout charrier. Qu'est-ce qu'il va faire dans les années à venir qui fera que nous allons pouvoir vérifier ce qui se dit dans la profusion de ce qui a le droit d'être dit et puis de ce qui a fait l'objet d'une enquête et d'un travail déontologique, les journalistes. Donc j'aurais besoin d'aller sur les sites des journalistes, sur le travail des journalistes, pour effectivement me garder de la rumeur, de la malveillance, et pour me fonder une idée. Et à ce moment-là, les journalistes deviennent ce que la Cour européenne des droits de l'homme leur demande d'être, les chiens de garde de la démocratie. Mais ça leur demande une grande exigence déontologique et peut-être des formes de collégialité éthique qui manquent encore dans la profession. Je le dis parce que j'enseigne le droit de la presse et donc je suis co-responsable depuis très longtemps. Et que vous êtes l'avocat de Mediapart depuis la fondation de ce journal, oui. Alors, il y a 10 ans. C'est très irritant comme le canard enchaîné, mais ils sont presque jamais condamnés, donc ils font leur travail. Mais c'était passionnant de vous écouter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Raphaël, merci Natacha. Le grand débat de France Inter se termine. Merci à Ophélie Vivier. Vous écoutez France Inter, il est 14h.